E agli continuare la lingua di Gorsi. Bonsoir. À 6 jours de la venue du pape François, quel sera le coût de la visite? Comment le diocèse de Corse, qui est le plus pauvre de France, entend-il financer le voyage? Pourquoi le Vatican ne participe-t-il pas au financement? Quelles seront les retombées économiques? C'est de tout cela dont on parle ce soir dans ce nouveau numéro d'Économie. Nous recevons pour en parler l'abbé Frédéric Constant, vicaire général. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Votre emploi du temps est peut-être très chargé. Christelle Combette, présidente de l'Office municipal du tourisme d'Ajaccio. Bonsoir à vous. Ainsi que Amaury Guilhem, directeur diocésain en charge de l'information à l'évêché de Marseille. Bonsoir, alors vous êtes depuis Marseille. Amaury Guilhem, vous avez le privilège, vous, d'avoir déjà reçu le pape François en septembre 2023 à Marseille. Nous allons profiter de votre expérience pour une question très simple. Combien a coûté la visite du pape François à Marseille et comment avez-vous financé l'opération ? La visite du pape François, elle s'inscrivait dans le cadre des rencontres méditerranéennes, qui était un événement en fait plus large que la seule visite du pape François, dont c'était évidemment le point d'orgue. Les rencontres méditerranéennes, elles se sont étalées sur toute une semaine. Il y avait 70 évêques venus de toute la Méditerranée, des jeunes aussi venus de toute la Méditerranée, un festival qui a duré toute la semaine, et tout ça s'est clôturé par la venue du pape François. De façon globale, le budget des rencontres méditerranéennes, c'était 2,5 millions d'euros à peu près. Évidemment, un des gros postes a été la messe au stade Vélodrome, et puis avec tout ce qu'il fallait débourser pour que cette grande messe puisse avoir lieu dans cette enceinte. Mais voilà, ça s'inscrivait dans un budget global qui était celui des rencontres méditerranéennes. Si on devait séparer la visite en soi, est-ce qu'on sait combien elle aurait coûté, par exemple la location du stade Vélodrome et les événements afférents? Est-ce qu'on a un chiffre? C'est à peu près, je pense à peu près autour de 1,5 million, qui ont été vraiment liés au week-end en lui-même. Le week-end, ça a été le pape François qui est venu au Pharo, rencontrer les 70 évêques de la Méditerranée, en présence de beaucoup d'autorités politiques, civiles aussi, venues de toute la Méditerranée. La rencontre au Pharo, et puis la messe au stade Vélodrome le samedi après-midi. Comment s'est déroulé le financement? Vous avez fait des appels aux dons. Je crois qu'il y a eu 2 périodes, une première et puis une seconde. Oui, exactement. On avait mis en place donc déjà des appels aux dons auprès des personnes qui allaient participer et qui avaient donc réservé un billet pour le stade. Ces personnes-là, ça nous permettait de pouvoir les contacter directement. Évidemment, une messe n'a pas de prix, mais en revanche, l'organiser avait un coût. Et donc, on a proposé aux gens qui venaient de faire une offrande en leur indiquant un montant moyen. C'était à peu près 18 € par personne le coût, bien que ce n'était pas un prix imposé, puisque, comme je disais, une messe n'a pas de prix et qu'il fallait que toute personne puisse venir si elle le souhaitait, même si elle n'avait pas les moyens. Et puis ensuite, on a sollicité des entreprises partenaires qui nous ont aidés à financer l'événement. On a aussi développé des goodies, il y a eu la quête connectée au stade, enfin voilà, tout ça nous avait permis de récolter à peu près 600 000 € en amont de l'événement. Mais en revanche, après, effectivement, à la fin de l'événement, quand on a fait le compte de cet événement, de cette semaine des rencontres méditerranéennes, 500 000 € manquaient à l'appel. Et donc là, on a fait un autre appel aux dons, pour le coup plutôt à travers les médias, qui l'ont largement relayé. Et ça nous a permis de rejoindre beaucoup de personnes qui avaient suivi cet événement sans être présents à Marseille, mais qui avaient pu le suivre à la télé, sur Internet, etc. Et qui, en remerciement finalement de ce que Marseille avait organisé, ont envoyé. Donc cette deuxième phase de dons, ce sont pour le coup des dons qui sont venus de bien au-delà de Marseille, de toute la France. Alors Frédéric Constant, ce n'est qu'après la visite qu'on saura exactement combien elle a coûté ici à Ajaccio, mais aujourd'hui, quel est le coût estimatif? Est-ce que l'on sait? Eh bien, on vient de l'entendre, l'événement de Marseille a été très élevé. Même si il s'est étendu sur une semaine, nous, ce sera sur une journée, mais une journée organisée en 40 jours. Donc, nous sommes aussi face à des obligations et des exigences rapides. On voit que les nombreux donateurs répondent à l'appel du cardinal Bustillo. Maintenant, il faut que tout le monde puisse répondre généreusement à cet événement.
On va voir l'appel aux dons après, mais dans l'ensemble, qu'est-ce qui coûte le plus cher aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée? Ce qui coûte le plus cher, c'est déjà la structure, l'organisation du Casone, tous les écrans à travers la ville, l'audiovisuel, la sécurité, même s'il y a une part de la mairie d'Ajaccio, de la collectivité, de l'État, mais en grande partie, c'est l'Église qui va payer la facture. Alors, les collectivités, vous en avez parlé, elles participent par la mise à disposition de personnel. C'est le cas de la collectivité de Corse avec les pompiers, c'est le cas de la préfecture. Un décret grand événement a été pris par le ministère de l'Intérieur. On écoute Jérôme Philippini, le préfet de Corse. J'ai sollicité de la part du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'accord pour que cet événement soit traité comme un grand événement de portée nationale, ce qui nous permet de recevoir de la part de l'État un soutien massif, très important, parce qu'avec les moyens de l'État en Corse, sous mon autorité, et même avec l'aide de mon collègue de Haute-Corse, nous n'aurions pas pu faire face à cet événement. Donc ce sont des équipes qui vont venir de la zone sud, c'est-à-dire de la zone de Marseille, mais qui vont aussi venir du national pour nous apporter renfort. Je citais l'autre jour l'exemple des barrières. On n'a pas ici 7 ou 8 km de barrières. L'État va apporter 4,5 km de barrières, les transporter, les installer dans la ville. Et oui, c'est la contribution de l'État à la réussite de cet événement. Christelle Combette, vous êtes conseillère territoriale, mais on vous entendra surtout ce soir en qualité d'élu municipal. Sous quelle forme la ville d'Ajaccio participe-t-elle ? Vous l'avez dit, c'est essentiellement de la mise à disposition du personnel municipal qui est depuis 3 semaines mobilisé tous les jours sur l'événement. Les services, bien sûr, services, je dirais, festivités, puisque c'est quand même un événement très important que l'on va vivre. Donc, le préfet vient de parler des barrières, puis toute l'organisation, donc les services de la mairie, l'office du tourisme que je préside, puisqu'il est infoline, c'est-à-dire qu'il est le guichet unique pour tout ce qui est information, aussi bien aux locaux qu'aux visiteurs qui viendront du continent ou d'ailleurs. Donc on répond à toutes les questions, toutes les demandes que nous recevons depuis maintenant quelques semaines. Alors, un appel aux dons a été lancé, vous l'avez évoqué, Frédéric Constant. Il est possible de participer à travers un site internet, lepapencorse.court. Il y a également des dons directs qui peuvent être effectués lors des cérémonies religieuses. Il y a des initiatives privées, comme celle des magasins Leclerc, qui proposent l'arrondi en classe. Ce ne sont que quelques exemples. Est-ce que l'on sait aujourd'hui de combien sont les dons, Frédéric Constant ? Aujourd'hui, on a une grande souplesse entre les dons qui sont versés et les promesses de dons, puisque nous sommes rentrés en contact avec des PDG, des succursales, toutes les personnes qui sont engagées dans la société. Donc une certaine partie des dons sont déjà versés à l'association diocésaine, et puis on a créé aussi une association Oumar et des Goultours, pour qu'on puisse aussi recevoir des dons ou des subventions, puisque l'association diocésaine ne peut pas recevoir de subventions. Si des mairies veulent faire un geste pour cet événement exceptionnel et historique, eh bien, elles pourront le faire. Est-ce qu'il y a un objectif chiffré ? Est-ce qu'on a entendu tout à l'heure Amaury Guilhem dire 2,5 millions, mais environ 1,6 million la visite du pape en soi ? Est-ce que vous avez tablé sur un objectif ou alors vous allez recevoir tous les dons et puis ensuite ça peut servir à financer le diocèse ? Remercions le Seigneur si nous arrivons à tout financer, et je pense qu'on y arrivera puisque la générosité des Corses et des amis de la Corse répond très bien, mais il ne faut pas s'endormir et on sollicite tous ceux et celles qui n'ont pas encore contribué à leurs dons. Marseille disait qu'il demandait 18 €. Si tous les Corses donnent déjà 10 €, eh bien, tout est couvert. On est à plus de 3,5 millions, effectivement, ça fait beaucoup. On serait à plus de 3,5 millions. Alors, on va préciser aussi qu'il y a une défiscalisation. Comment ça marche ? Voilà, alors lorsqu'on fait un don de société, c'est jusqu'à 66%. Lorsque c'est un don privé, 60%. Et là, ils peuvent quand même contribuer généreusement et lever un peu plus le don qu'ils avaient prévu pour que ce don exceptionnel puisse prendre forme et porter des fruits.
Amaury Guilhem, à Marseille, au-delà du voyage du pape, est-ce qu'on a constaté, après ce voyage, une recrudescence des dons pour le diocèse, pour le fonctionnement de l'Église en général ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis d'entrer en relation avec beaucoup de personnes avec lesquelles peut-être l'Église, le diocèse de Marseille n'était pas en relation, puisque ça a suscité un engouement très très large. Ça a permis effectivement de créer aussi des relations privilégiées avec un certain nombre d'entreprises du territoire. Et par exemple, aujourd'hui, on a une autre campagne de dons en cours qui est en vue de la restauration et la redorure de la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et il est évident que les liens tissés à l'occasion des rencontres méditerranéennes et de l'avenue du Pape, avec par exemple des entreprises du territoire ou des grands donateurs, eh bien, nous permet aujourd'hui on s'appuie sur ces relations qui ont été créées pour envisager d'autres grands chantiers du diocèse. Christelle Combette, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la réception de ce message ? Il faut donner, que disent le message, donc il faut donner, que disent les chefs d'entreprise ? Est-ce qu'ils participent volontiers ? Alors, comme vient de le dire l'abbé Constant, effectivement, il y a plusieurs chefs d'entreprise. Maintenant, ils n'ont pas tous envie de dévoiler les dons qu'ils ont faits. Mais bon, pour avoir eu certains d'entre eux et d'en avoir discuté avec eux, j'ai bien compris qu'il y avait une mobilisation, et une mobilisation importante. Je pense que tout le monde a compris que c'était un événement exceptionnel. J'aime dire que c'est un don du ciel pour Ajaccio et pour la Corse plus largement. Donc, je pense que tout le monde s'entend à le dire, à le reconnaître et donc à faire l'effort en fonction de leurs possibilités, bien évidemment. Alors Frédéric Constant, on sait qu'il y a l'objectif, par exemple, du Leclerc qui est de donner 400 000 € avec le système de l'arrondi, voire peut-être avec un abondement de la part des patrons si cette somme n'est pas atteinte. On entend parler, on ne va pas citer les noms, mais on entend, enfin, sauf si vous le souhaitez, on sait que des associations ont participé. Bon, les Marocains de Corse, par exemple, c'est 10 000 €. On entend parler d'un don de 100 000 € de la part de Corsica-Ligne. Et puis on entend aussi des chefs d'entreprise qui sont bien connus sur la place, avec des tickets qui vont jusqu'à 250 000 €. Peut-être qu'on ne va pas les citer, sauf si vous le souhaitez, mais est-ce que c'est exact ? Il y a des grands donateurs qui se sont manifestés. On ne va pas les citer comme vous nous y invitez. On les remerciera en temps voulu. Je pense qu'il faut avoir cette devise. Donner et se donner. C'est ça qui est important. On n'est pas là pour pleurer parce qu'on n'a pas assez de dons. Il faut que toute la Corse se sente concernée par cette journée historique. Et cette journée, elle passe aussi par une organisation, par des aménagements. Et ça, l'Église, elle ne peut pas le faire. D'elle-même, vous le savez, notre diocèse n'est pas dans la misère, mais il connaît des difficultés financières. Et notre objectif, c'est de ne pas ponctionner dans le peu de trésorerie que nous avons. Et c'est pour cela qu'on fait un appel en Corse et au-delà de la Corse. On entend souvent des personnes s'étonner du procédé qui consiste pour le pape à arriver dans un territoire et à faire porter la charge des frais du déplacement à l'église locale. Derrière la richesse apparente du Vatican, il y a d'autres réalités comptables. Le Vatican est le plus petit État du monde, 44 hectares seulement. Le budget annuel ne dépasse pas le milliard d'euros. C'est inférieur finalement, ou en tout cas pas loin, au budget de la collectivité de Corse. On écoute Camille Dalmas, journaliste à Rome. Il est interrogé par Jean-Philippe Mattei. Aujourd'hui, le Vatican se porte plutôt mal financièrement. Il a une grande difficulté à, équilibrer sa balance. D'un côté, il y a une baisse des dons, c'est-à-dire que dans le monde entier, les grands pays donateurs, les États-Unis, l'Allemagne, ont baissé légèrement leurs dons ces dernières années, progressivement. Plus généralement, le denier de Saint-Pierre, qui est la grande récolte annuelle, rapporte moins. Les gens donnent moins à l'Église et donc et de l'autre côté, le Vatican n'a pas réussi à baisser, pour l'instant, les coûts de production de la grosse machine vaticane qui est la Curie romaine, qui sont des milliers, on parle de près de 3000 personnes qui travaillent au Vatican. Et il y en a même plus si on rajoute la Cité du Vatican, c'est-à-dire il y a aussi toute une organisation autour des musées, etc., qui sont d'autres employés. Donc ces gens-là aujourd'hui sont dans une situation un peu délicate parce qu'on sait qu'il va falloir faire des économies. Le pape a clairement indiqué sa volonté de baisser sur les prochaines années un certain nombre de dépenses. Ça va passer par des réductions de salaires pour les hauts salaires. Il a déjà commencé avec les cardinaux. C'est la deuxième baisse en 3 ans maintenant.
Alors, ce sont les églises qui financent le Vatican et non le contraire. Qu'en est-il, par exemple, de l'église de Marseille, qui, à supposer, est un petit peu plus riche que l'église de Corse, à Maury-Guilhem? Effectivement, supposé. Mais non, elle dispose pas de beaucoup de trésorerie non plus. Et comme l'a dit l'abbé Constant, la priorité, par exemple, le diocèse de Marseille, comme tout autre diocèse, et comme le Vatican, ne vit que de dons. Et ces dons servent prioritairement à prendre en charge le traitement des prêtres, ce qu'on appelle le denier de l'Église, des prêtres âgés, la formation des séminaristes. C'est vraiment à ça que sont dédiés les dons que le diocèse collecte tout au long de l'année. Et donc, comme c'est le cas pour vous, il nous avait fallu mettre en place une campagne spécifique d'appel aux dons pour participer et financer l'Avenue du Pape et les rencontres méditerranéennes. Alors, le diocèse de Corse est pauvre, vous l'avez dit. J'ai lu que c'est un fonctionnement annuel de 3 millions d'euros. On parle de 2 millions de rentrées uniquement chaque année. Comment est-ce que vous financez? Il y a un delta de d'1 million d'euros. Si on se réfère à ces chiffres, comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas 1 million d'euros, c'est à peu près 450 000 euros, 500 000 euros. De déficit chaque année? De déficit. Donc on essaye déjà l'appel aux dons l'an dernier pour la formation des séminaristes. Les gens ont très bien répondu, il y a eu une augmentation. Et puis, comme nous le disait notre ami de Marseille, depuis quelques heures, on se rend compte qu'on est en train d'entrer en contact avec des personnes qui n'avaient aucun lien avec l'Église, si ce n'est peut-être d'aller à des offices, mais on n'arrivait pas à entrer en contact avec eux à travers le denier de l'Église, à travers le bulletin diocésain. Là, je pense que dès le mois prochain, il y aura un renouveau avec les donateurs de l'Avenue du Pape et le fonctionnement annuel de l'Église. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, que le Vatican ne participe pas à la venue du pape en Corse. Quand on invite quelqu'un dans notre maison, on ne le fait pas payer. C'est l'hospitalité. Je crois que c'est très important, ça. Ce n'est pas le pape qui a choisi de venir en Corse. C'est nous qui l'avons invité, le cardinal Boustilh. Et là, on prend tous les moyens pour l'accueillir au rang de ce qu'il est, le successeur de Pierre, le souverain pontife. On va évoquer après, on va dire, la dimension économique de cette visite, mais avec les retombées. Un dernier élément sur les finances du diocèse. Comment vous faites pour équilibrer? Est-ce que c'est exact que vous êtes obligé de vendre du patrimoine à l'occasion? Des appartements qui auraient pu être des legs et que vous vendez, est-ce que c'est exact? Dans le passé, ça s'est fait. Depuis quelques mois, on ne fait plus tout cela. Au contraire, on a expertisé l'immobilier du diocèse et on a une feuille de route pour mettre en valeur les biens que l'on pourra mettre en usage des prêtres, des communautés, et puis pour aussi créer un fonds immobilier qui rapportera un peu pour la bonne gestion saine du diocèse. Alors, l'autre aspect économique important de la visite, c'est la conséquence sur la fréquentation des commerces, des hôtels et des locations. Quel impact, Christelle Combette? Inévitablement, ça va avoir un impact économique important sur la ville et sur la région ajaxienne, dans son ensemble. Je vais même jusqu'à la rive sud et au-delà. Parce que déjà, on a 20 000 personnes qui vont assister à la messe, puisque 10 000 au Casone et 10 000 place Mio. Donc en dimanche, je ne sais pas si on peut prétendre à autant de monde en ville, plus toutes les personnes qui vont venir et qui vont se placer sur le chemin que va emprunter le pape. Est-ce qu'il y a suffisamment de logements pour accueillir ces gens? On sait que des hôtels sont fermés en cette période. Alors, suffisamment, malheureusement, non. Parce qu'effectivement, on a à peu près la moitié des hôtels qui restent fermés tout au long en dehors des périodes, je dirais, hautes. Donc, et qui n'ont malheureusement pas pu réouvrir. Et Dieu sait si certains, puisque nous, on a le contact avec eux, puisque ce sont nos partenaires, certains auraient voulu, mais c'était en termes de logistique assez compliqué. Donc, oui, en termes d'hébergement, aussi bien professionnel qu'hébergement collaboratif,
collaboratif, nous n'avons pas une capacité maximale d'hébergement. Mais après, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de Corses qui seront là et qui iront dans les familles, chez des amis. Donc, on va accueillir énormément de monde, et notamment le jour, le 15. Les transporteurs, prochain. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que les compagnies maritimes aériennes sont au rendez-vous? Est-ce qu'il y a une offre suffisante? Alors, il y a une offre supplémentaire. Alors, elle est bien évidemment, je dirais, suffisante dans la mesure où pour l'instant, ils ne remplissent pas les vols supplémentaires ou même les offres de transport, que ce soit aussi bien aérien que maritime. Air Corsica avait proposé 6000 sièges supplémentaires. À ce jour, les 6000 n'ont pas été pourvus. La Corsica Linea, je crois qu'ils ont 3 bateaux à quai, plus les rotations habituelles. Et Corsica Ferries, qui a un navire qui vient de Bastia, qui fait l'aller-retour. Donc oui, mais je pense que tout le monde a vraiment envie de participer avec ses moyens à cette grande fête de dimanche prochain. Amaury Guilhem, il y a la dimension, on va dire, fréquentation touristique. Il y a aussi la notion de notoriété. Est-ce que Marseille a gagné en notoriété après la visite du pape? On sait que c'est une ville qui est connue, mais on peut imaginer que les médias du monde entier ont relayé l'événement et que ça a joué. C'est sûr, et malheureusement, Marseille est parfois plutôt connue pour les problèmes qu'elle cause ou qui s'y vivent, les trafics de drogue notamment et autres règlements de compte. Donc évidemment, c'était une grande joie qu'à l'occasion des rencontres méditerranéennes, on puisse découvrir ou redécouvrir Marseille différemment. Et je crois que ce qui s'est vécu, enfin en tout cas ce qu'on a vécu sur place, et j'ai l'impression ce qui a pu être témoigné à l'extérieur, c'est que ça a été un moment de grande communion où la ville entière, dans toute sa diversité, a participé à cet événement, a accueilli le pape François, et c'est sûr que ça a été pour ça aussi une bénédiction pour Marseille. C'était un grand moment de communion dans une ville parfois trop blessée. Merci, on va conclure avec vous Frédéric Constant, cette notion de notoriété justement, ça rejoint un peu la dimension économique, mais c'est au-delà de l'économie, la notoriété. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Combien de personnes sont attendues et quel peut être l'impact de cette visite selon vous? Selon les chiffres, entre 80 et 120 000 personnes dans la ville d'Ajaccio, avec ce bel objectif de transformer la ville en un village corse où tout le monde pourra se promener, regarder à travers les écrans les divers lieux où le pape va s'arrêter et passer. Et puis surtout, au nom du cardinal, je remercie déjà tous les donateurs. Et s'ils connaissent d'autres donateurs, qu'ils puissent les motiver pour que nous puissions arriver à l'objectif de réaliser cette belle journée historique pour la Corse. Toutes les caméras du monde seront sur la Corse dimanche et ça va ancrer la Corse à travers l'Église universelle. Merci, c'est ainsi que s'achève ce numéro d'économie. Merci à tous trois d'y avoir participé. À suivre le journal en langue corse, le président Stasir et d'agent André Marchiani.